Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Comme vous le savez, dans moins d'un an, vous allez être appelés à voter. Cette fois-ci, au fédéral. Présentement, le gouvernement de M. Trudeau est dans sa dernière année. D'ailleurs, il reste moins d'un an, et parce que probablement qu'au mois d'août, on va être en campagne électorale, et l'élection est due pour la fin octobre. La date précise m'échappe. Mais d'ici ce temps-là, il y a quand même plusieurs projets de loi qui vont être passés, plusieurs choses qui ont été faites, et il y a plusieurs sujets qui sont dans l'actualité. Si vous suivez les nouvelles un peu, vous n'avez même pas besoin de suivre ça beaucoup, vous savez qu'il y a plusieurs choses qui se parlent. Donc, nous poursuivons une discussion qui a été commencée avec notre député fédéral pour Prescott-Russell, M. Francis Drouin. Bonjour, Francis. Bonjour, Jacques. Ça va bien? Ça va très bien. Good. Avant qu'on parle d'élection fédérale, il y a d'autres sujets que j'aimerais toucher. Oui. Parce que dans l'actualité, on ne peut pas échapper ce que plusieurs ont appelé l'immigration irrégulière. D'ailleurs, il y a un des ministres qui a appelé ça. Oui. Comme ça, les conservateurs, ils disent que c'est illégal. Mais M. Goodale a fait une annonce dans les dernières 2 semaines, dans laquelle il a dit on augmente le budget parce qu'il y aurait comme 18 000 personnes qui ont été refusées accès au Canada sous le statut de réfugié, mais il n'y a pas suffisamment d'argent, il n'y a pas suffisamment de ressources humaines pour justement exporter ces gens-là. Et d'ailleurs, le montant d'argent qui est engagé va seulement en exporter 10 000 d'ici la fin mars. Alors que la liste est à 18 000. Et donc, d'ici la fin mars, on parle de 4 mois et demi. C'est ça. Ça va peut-être être encore 18 000, même si on en exporte 10 000. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas augmenté plus? Mais je pense que le mois de mars, c'est la fin de l'année fiscale pour le gouvernement du Canada. Mais je veux un peu mettre les choses en perspective sur l'immigration irrégulière ou illégale, peu importe. L'étiquette. Je ne m'en daterai pas. Peu importe l'étiquette. On accepte, pas ce qu'on accepte, mais on fait affaire avec une partie de hockey au Canadien de Montréal par année à peu près de demandeurs d'asile qui on dirait irréguliers, qui ne sont pas rentrés dans les ports normales du Canada. Puis je pense que c'est important de le mettre en perspective parce que quand on parle au Liban, en Jordanie, eux, ils ont 5 millions de personnes qui ont dû accepter à cause des déplacements des populations, la guerre en Syrie. Puis là, je déteste mettre l'étiquetage caravane, mais ce qui se passe aussi dans les pays... Au Mexique, là. Oui, exactement, dans les pays de l'Amérique centrale. Le Canada n'est pas à l'isolement de ça. Nous aussi, puis c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment connu ça. On avait une couple de personnes en bas de 1000 par année. Mais là, il faut faire avec ce problème-là. Mais ce n'est pas le Canada seulement qui fait affaire avec ça. C'est tous les pays à travers le monde. Puis c'est ce qui arrive quand il y a des déplacements de la guerre. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Canada est impliqué dans les affaires internationales. Si on n'assure pas que les gens ont les besoins de base, nourrir, un toit, puis la sécurité, mais c'est certain que les familles vont bouger et vont marcher. Donc, oui, M. Goodale, il y a des personnes... Ceci étant dit, il y a des gens qui ont demandé, les demandeurs d'asile, qui n'avaient peut-être pas les bons critères pour demander ces demandeurs d'asile-là. Et comme vous l'avez dit, oui, il va y avoir des gens qui seront pas acceptés comme réfugiés. Et là, maintenant, il faut faire affaire avec ça. Il faut, avant, l'agence frontalière est responsable de ça. Donc, on doit maintenant s'assurer qu'ils sont dans un avion et qu'ils retournent à leur pays d'origine. Certains de ces gens-là, lorsque ça a commencé, là, cette partie-là vers des États-Unis vers le Canada, c'était principalement des gens qui venaient d'Haïti, dont M. Trump avait dit qu'ils étaient pour retirer leur statut privilégié. C'est ça. Exactement. Et ça a commencé autre chose. Est-ce que plusieurs de ces personnes-là qui se présentent présentement à la Colle puis ailleurs, est-ce que c'est toujours des Haïtiens ou c'est des gens qui viennent de tout partout? Là? Non, mais on a vu certaines personnes qui venaient du Nigeria. Donc, évidemment, le Canada discute avec le Nigeria sur cet enjeu-là. Mais c'est pas tout le monde. Il faut comprendre aussi que c'est pas tout le monde qui vont être retournés au pays. Il y a certaines personnes que, oui, là-dedans, parmi les milliers de personnes, il y a des gens qui ont raison de demander l'asile. Exactement. Ceci étant dit, ceux qui n'ont pas raison passent à travers un processus et je veux mettre l'accent sur la sécurité.
les gens sont toujours vérifiés. La première personne qu'ils voient, c'est soit un agent frontalier ou la GRC à la frontière. Oui. Et on vérifie ses antécédents judiciaires, s'il y en a, s'ils sont disponibles. Et on vérifie avec l'ambassade canadienne aussi à travers les pays, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, pour s'assurer que oui ou non, ils ne présentent pas une menace de sécurité au Canada. D'accord. Et le Canada est dans une situation particulière, si on veut. Mm-hmm. On a besoin de... J'ai regardé les chiffres ce matin. Oui. On met au monde par couple 1,6 nouveau-nés. Oui. Donc, on a besoin de main-d'œuvre. Oui. On a besoin d'une population généreuse avec l'immigration. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas vraiment l'immigration. Eux, ils essaient de passer devant tout le monde, si on veut. Là. Oui. Mais il y a quand même 18 000 personnes qui ont déjà été dit vous ne me qualifiez pas. Oui. Donc, on va vous retourner. Oui. Et il faut quand même garder en tête que M. Trudeau, la semaine passée, il a fait une excuse publique à la population juive pour les 900 quelques personnes juives qui sont arrivées ici en 1939 et ont été retournées en Europe. Et la plupart d'entre eux se sont retrouvés dans les camps de concentration. On s'est dit à ce moment-là, plus jamais. Hein, plus jamais. Puis, sur ça, je rajouterais que quand on parle de ces populations-là, surtout sur l'immigration irrégulière, on s'est assuré de leur donner un permis de travail. Vous l'avez dit, il y a un manque de main-d'œuvre. Oui. Je ne connais pas un entrepreneur ici à Prescott Russell qui me dit Francis, j'ai trop de travailleurs, je ne sais pas quoi faire avec. Il y a un manque de main-d'œuvre, donc pour s'assurer qu'ils ne soient pas aussi dépendants de l'État, donc on leur a donné la permission de travailler. Dans les entreprises, comme ça, sont autosuffisants et ils répondent aussi en même temps à un besoin. Puis quand on parle de l'immigration régulière, donc, puis les gens encore là, il faut différencier ces deux choses-là. Il y a à peu près 300 000 personnes qui rentrent dans le pays par année. 90 de cette immigration-là n'est pas dépendante de l'État. Non. Donc, la grande majorité, je dirais entre 65 c'est des immigrants économiques. Puis l'autre 25 c'est de l'immigration familiale. Donc, si Jacques Tessier est un membre qui est en France et qui veut venir ici, mais tu es responsable financièrement de cette personne-là pour 3 ans. D'accord. Ouais. OK. Quand tu dis immigré économique, ça veut dire quoi au juste pour que les gens comprennent? Bien, faut que tu viennes travailler. Donc, tu as une raison pour venir au Canada. Tu es financièrement indépendant. Donc, tu peux être un entrepreneur ou tu as déjà un emploi qui est enligné ici au Canada. OK, d'accord. Ça, c'est facile à comprendre. Oui. À présent, lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, 3 ans et quelques mois passés, il y avait eu beaucoup de personnes qui étaient parties des pays principalement musulmans, qui se sont retrouvés en Grèce puis tout partout ailleurs. Et ces gens-là, on a vu l'enfant qui a été noyé sur la plage. Oui. Et puis là, M. Trudeau, il dit on va accueillir 25 000 réfugiés à travers de ces camps-là, basés sur les listes des Nations Unies où les gens avaient déjà eu un certain screening, là, si c'est le terme. Donc, les gens avaient déjà qualifié, mais encore là, il y a eu, je pense, une deuxième recherche sur tout ce beau monde-là. Et à présent, est-ce qu'on accepte encore des gens de ces camps-là? Les camps de réfugiés? Oui, mais pas au même chiffre. Donc, il y a les 25 000, c'était parrainé par le gouvernement, mais il y a aussi des réfugiés qui seront parrainés par... Pierre Jean-Jacques, exactement. Puis on sait qu'ici, à Rockland même, il y a eu l'Église qui s'est, avec les familles, qui se sont jointes ensemble et ont fait venir une famille syrienne. Et on me dit que la famille travaille, la femme, les enfants vont super bien. Donc, voilà un bel exemple du grand cœur que le Canada peut faire et ils ne sont pas dépendants de l'État. Il faut se rappeler que ces gens-là, ils n'ont pas de maison, ils fuient la guerre. Donc, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas importer leur culture ici, ils fuient la guerre complètement. D'accord. Ouais. Good. Il n'y a même pas un mois passé, le cannabis est devenu légal au Canada. Oui. Mais il y a toutes sortes de problèmes. L'approvisionnement, même il parlait de qualité des produits par rapport à ce que les gens achètent sur le marché noir. Il y a plusieurs personnes qui sont, d'ailleurs, ils ont dit on n'a pas le choix, ils ne peuvent même pas avoir du cannabis pour des raisons médicales. Alors eux sont retournés au marché noir pour avoir le produit dont ils ont besoin. Ou combien ça va prendre de temps à régler ça? Écoute,
Et puis, il semble y avoir un problème de prix. Il semblerait que le prix est trop élevé par rapport au marché noir. Donc, l'idée principale de légaliser, c'était justement d'abolir le marché noir. Mais si on n'est pas compétitif avec ça, les gens sont il y a bien des gens qui disent qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher, mais à un moment donné, ça va être comme la cigarette qui est importée des États-Unis. Oui. Le but premier de tout ça, la raison pour laquelle on le fait, c'est justement de réduire le taux de consommation chez les jeunes. Au Canada, en ce moment, lorsque c'était illégal, on avait le taux de consommation le plus haut de tous les pays chez la population des jeunes. Là, oui, il y a un problème de pénurie, donc même si on dit que je n'ai pas regardé les prix, là, même si on dit que c'est un petit peu plus cher sur l'approvisionnement légal, il y a une pénurie en ce moment et tout le monde, ceux qui en consomment, en parlent exactement. Mais je pense que c'est normal. Les entreprises doivent s'adapter au marché. C'était difficile à le savoir. C'était pour être quoi la demande. Mais je pense que ça va venir avec le temps. En Ontario, lorsqu'il y a eu la prohibition, on n'était pas nés, moi et toi, Jacques, là, mais... mais je veux dire, Al Capone, le marché noir de l'alcool aujourd'hui n'existe pas. Donc, ça n'arrivera pas demain matin. Ça va prendre 5 à 10 ans avant que le marché noir disparaisse. Mais je pense que c'est important avec la crise d'opioïdes puis le fentanyl, ce qu'on appelle, qui mettent ça maintenant dans le marché noir sur le cannabis. Je pense que c'est important qu'on rende ça légal et que le plus possible, on diminue l'accès au marché noir. Mais ça ne sera pas fait demain matin. Mais l'approvisionnement. Présentement, il y a un manque d'approvisionnement. Ça prend, comme on me dit, 4 mois à pousser un plan pour qu'il soit prêt à être vendu. Donc, est-ce que ça va prendre... Puis après ça, il y avait un problème pas un problème, mais le défi d'avoir les licences pour augmenter la production. C'est quoi la projection pour pouvoir suffire à la demande? J'ai aucune idée, mais je sais que Santé Canada approuve plusieurs licences de production. Donc, Santé Canada est responsable d'approuver la licence. Ça se fait à un taux contre la santé qui est responsable sur le côté récréationnel. Puis oui, on va toujours mettre la priorité sur les licences pour les gens qui en ont besoin pour des raisons médicales. Mais sur la distribution, par exemple, on sait que le gouvernement Ford a changé la façon qu'il était pour avoir des magasins. Donc maintenant, ça ne sera plus des modèles LCBO qu'on connaît, ça va être un modèle privé. Puis je pense qu'ils s'enlignent, eux, pour avoir je pense au mois d'avril, si je ne me trompe pas. C'est l'adaptible. Exactement. Donc l'adaptible, en ce moment, en Ontario, je sais qu'au Nouveau-Brunswick, ils n'ont pas eu de problème. Au Québec, ça semble être ouvert. Il y a quelques magasins d'ouverts. Oui, il y a des magasins ouverts, mais eux aussi, il y a des problèmes. Des problèmes d'approvisionnement. Puis ça, c'est quelque chose que Santé Canada va devoir augmenter encore là leur production. Pas leur production, mais leur licence d'approvisionnement. D'accord. Donc... Ça reste à voir, mais tout le monde, c'est nouveau pour tout le monde, puis je dirais que c'est absolument normal que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. OK. On va prendre une petite pause. Super. Et en revenant, mesdames et messieurs, le premier sujet qu'on va discuter, ça va être la taxe sur la pollution ou ce que l'opposition appelle le carbone. Donc, ça nous touche tous, de près ou de loin. Alors, ne vous sauvez pas, nous revenons dans quelques secondes. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec le député fédéral pour Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin. Francis, comme avant la pause, je mentionnais, là, il y a toutes sortes de provinces, il y a plusieurs provinces qui se sont retirées de l'accord pour la taxe sur la pollution, dont l'Alberta, Saskatchewan, l'Ontario, pour ne nommer que ceux-là, Manitoba. Et on se situe où? Puis je pense que le gouvernement fédéral a décidé que lui, il prenait la relève, comme il avait annoncé qu'il imposerait. Puis c'est censé être une taxe qui va être retournée à la population. C'est ça, un dividende. Un dividende, c'est censé être une taxe neutre. Exactement. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Puis la gestion de ça va coûter des sous. Alors, qui va la financer? Donc, sur ça, je vais te dire, ça fait depuis 15 ans qu'on parle de mettre un... pas 15 ans. J'avais 15 ans lorsqu'on a signé l'entente de Kyoto en 97 et qui était supposée de prendre effet en 2005. Ça a été annulé. Vous savez son âge. Oui, j'en ai 35 ans maintenant. Donc, ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Puis, on n'en fait pas. Puis, les changements climatiques... sont pires.
sont pires, puis ça s'en vient. Puis d'ailleurs, il y a eu un autre rapport des Nations Unies disant qu'on a 12 ans essentiellement à agir. La meilleure façon de le faire, il y a des économistes qui ont gagné un prix Nobel, c'est de mettre un prix sur la pollution. Donc oui, il va y avoir peu importe, une taxe sur le carbone, mais différemment de ce que l'Ontario avait fait, elle, avant. Nous, on le retourne aux consommateurs. Donc, 90 va être retourné aux consommateurs. Puis l'autre 10 donc ça représente à peu près, dépendamment si tu as des jeunes enfants ou pas, ça représente en une moyenne de 300 par année pour non taxable. Okay. 300 non taxables aux familles en moyenne en Ontario. Okay. Ma question, oui. Est-ce que tout le monde va, disons, par personne, par capita, là, tout le monde va recevoir le même montant ou ça va être ajusté selon les revenus? C'est ajusté selon qui sont en dépendance. Donc, c'est une famille, si tu as des enfants, des jeunes enfants. Donc, évidemment, tu dois aller au parti de hockey, exactement. Donc, oui, tu vas dépenser plus en gaz. Puis non seulement ça, c'est qu'on a reconnu que dans les communautés rurales, oui, il va y avoir peut-être des coûts d'extra parce qu'on n'a pas accès à des transports publics. Donc, chez nous, à Prescott Russell, à Glengarry Prescott Russell, il y a une prime de 10 de plus parce qu'on a reconnu qu'il y a une différence dans les communautés rurales. Puis le but, la raison pourquoi on fait ça, ce dividende-là, c'est d'aider à la transition vers une économie verte. On le sait que les autos électriques ne sont pas disponibles partout encore, pas pour monsieur, madame, tout le monde, puis certainement pas pour moi non plus. Non. Mais il y en a qui on commence à le voir dans le marché, mais ça va venir. Ça, c'est comme les télévisions plats. Il y a 20 ans passés, c'était pas abordable. Aujourd'hui, tout le monde en donne. Même la 4K, là, il l'annonçait en bas de 700 le matin, alors que 2 ans passés, c'était à 2000. Exactement. Puis, d'ailleurs, vendredi passé, Mme McKenna a annoncé aussi qu'il va y avoir des argents pour les municipalités, les hôpitaux, les universités, encore là, pour créer des édifices qui sont plus économiquement vertes. Donc, les aider plus efficaces et efficients en énergie. Donc, tout ça, ça fait partie du plan qui coûte le moins cher. Parce que sinon, l'autre option, c'est mettre des réglementations partout. Puis ça, je peux te garantir qu'il n'y a pas un entrepreneur qui va me dire « Francis, j'ai besoin de plus de réglementation dans mon entreprise. » Ça, on l'a vu l'année passée. C'est ça, exactement, exactement. J'ai assisté aux réunions. Oui, moi aussi, j'étais là. Oui. Alors, oui, je suis... d'accord, je vais arrêter ça là. Oui, puis encore là, je sais que ce n'est pas toujours populaire, ces mesures-là, mais comme je dis, j'ai 35 ans, puis j'avais 15 ans quand on a commencé à en parler de ça. Puis les changements climatiques, c'est pas une fantaisie, c'est la réalité, puis il faut faire quelque chose. OK. La taxe sur la pollution, qui est le programme fédéral, est-ce que ça... Quand ça commence? Quand est-ce que les gens vont avoir des chèques? Est-ce que ça commence après la prochaine campagne électorale? Est-ce que ça commence avant? Ça va commencer, normalement, c'est le 1er juillet. Je pense que les gens vont avoir leur premier... c'est pas un chèque, ça va être un dépôt direct. C'est un dépôt direct qu'ils vont avoir dans leur compte de banque lorsqu'ils vont faire le 30 avril. Tout le monde, on le sait, hein, monsieur, l'agence, elle cogne à notre porte, elle va avoir nos rapports d'impôts. Donc, ça va être fait là. Puis, basé sur le rapport d'impôt, ça va être, les gens vont recevoir le montant encore là, dépendant des enfants, etc. OK, d'accord. Fait que ça va être en place avant l'élection. OK. Oui, puis ça, c'est... Mais là, présentement... On va parler de ce que les gens voient plus directement, c'est les pompes d'essence lorsqu'on va faire le plein. À quand est-ce que la taxe va commencer à s'appliquer? Le 1er janvier. 1er janvier? 1er janvier. Puis, c'est le prix sur le carbone, on était très clair, c'est graduel. Plus on attend, puis je sais qu'il y a des partis politiques qui veulent dire non, on n'en veut pas de ça, mais ça fait 20 ans encore là, je l'ai dit, ça fait 20 ans qu'on n'a pas mis un prix sur le carbone. C'est drôle, en Colombie-Britannique, ça fait depuis 2008, 10 ans qu'ils ont un prix sur le carbone. L'économie va bien, les gens ne sont pas dans la rue à cause de la taxe sur le carbone, tout va bien, puis ils ont réussi à réduire leur gaz à effet de serre. Ouais. Et puis en Ontario, une population de 13 millions plus ou moins, là. Puis, il y a un autre mythe aussi que je veux mentionner, c'est que les grandes entreprises vont devoir payer. Il ne faut pas se le cacher. Ceux qui sont sensibles à l'exportation, oui, c'est vrai qu'il y a un plafond de 50 000. Donc, pour certaines industries, on a dit à 50 000 tonnes, tu as le droit de produire par année. Après ça, tu payes. D'accord. Puis ça, il y a des réalités économiques qu'on doit faire attention. Puis c'est toujours de s'assurer qu'on a une bonne transition parce que s'il y a des gens qui perdent leur job à cause de ça, bien là, les changements climatiques, garde, moi, il faut que je nourrisse ma famille. Puis ça, c'est normal. Donc, la transition est importante dans ça. OK. C'est beau. Là, il y a Mme McClintic. Oui. Ça, c'est la dame qui
avec son partenaire. Elle avait amené une jeune fille de 6 ans, 7 ans. Oui. L'âge m'échappe. Ils l'ont violée, ils l'ont tuée très violemment. Oui. Les deux ont été incarcérés. Puis elle s'est trouvée, il y a quelques mois passés, dans un Healing Lodge. Un Healing Lodge, exactement. C'est une compagnie, pas une compagnie, mais dans un service offert par des Autochtones, puis qui est censé il n'y a pas de aider les périmètre. gens. Pas de périmètre non plus. Pas de périmètre. Il y a des enfants qui vont là. Ça l'a... Et le père de cette jeune fille-là qui a été tuée, lui s'est même présenté au Parlement il y a un mois passé. Oui. Et puis là, il y a eu un redressement, si on veut, de la politique, encore là, dans les 2 dernières semaines, alors qu'elle a été retournée au service incarcéral, au lieu de demeurer là. Comment est-ce que c'est arrivé? Et je sais que la politique, c'est pas vous autres qui l'avez placée, là. Tu bien pas le gouvernement de M. Trudeau. Non. C'était peut-être un gouvernement libéral, peut-être un gouvernement conservateur, je ne sais pas. Oui. Comment est-ce que ces choses-là viennent de placer en place, etc. Oui, puis je pense que c'est important. Je veux dire, personne au Parlement était confortable avec cette situation-là. Mais en même temps, les politiciens ne peuvent pas décider où est-ce que les détenus vont aller individuellement. Ouais. Parce que ça va causer de la corruption puis de l'abus de pouvoir, puis on l'a vu dans le passé. Donc, ce qui est important, c'est... Puis Mme McClintic, c'est pas la première qui est allée dans un Healing Lodge. Non. Il y en a eu plusieurs meurtriers qui sont allés dans des Healing Lodge. Donc, l'important, c'est que nous, on a regardé ça. Mme McClintic, ça a fait les nouvelles. Puis, c'est bon que le père a fait les manchettes, puis il n'a pas accepté ça. Puis, ça l'a causé... M. Goodale a demandé une revue par service correctionnel. Puis, la revue, on a réalisé avec Mme McClintic qu'elle avait été... elle était dans une prison maximale. Puis, elle était descendue une prison de sécurité médium, qu'on appelle, là, en 2014. Donc, pourquoi que ça s'est arrivé? Ensuite de ça, pourquoi qu'elle avait le droit d'être transférée à un Healing Lodge? Là, maintenant, ce qu'on a dit, OK, si tu commets un meurtre, tu n'as pas le droit, il faut que tu sois encadré dans un périmètre qui a essentiellement une clôture. D'accord. Donc, ce genre de situation-là n'arrivera plus. Il ne devrait pas arriver si le service correctionnel respecte la nouvelle politique qui a été mise en place. D'accord. C'est ça. Puis est-ce qu'il va y avoir... Ça veut dire que le service correctionnel va être obligé de développer une nouvelle politique. J'imagine que M. Goodale va demander de l'approuver. Oui, bien, ça a été approuvé. Puis on a vu que Mme McClintic a été transférée maintenant encore à une prison médium. Puis ça, c'est en résultat. C'est pas parce que M. Goodale a demandé à Mme McClintic qu'elle soit transférée. C'est parce qu'on a changé la politique. Donc, ça touche toujours l'ensemble des détenus. Puis ça, c'est important que les politiciens gardent, je dis toujours, une vue globale. Arm length, comme ils disent en anglais. Oui, exactement. Sinon, il y a toujours de l'abus de pouvoir. Oui. Donc, les politiciens établissent les grandes lignes. Oui. Et après ça, la fonction publique gère. Exactement. On n'est pas là pour faire la microgestion. Et voilà. Ouais. OK. Il y a un autre sujet qui... On ne peut pas passer à côté. Mais j'ai 2 sujets que je veux couvrir. Oui. Mais on va commencer avec celui-là. Je ne voudrais pas qu'on passe beaucoup de temps dessus, parce que le temps s'envole. Monsieur Tony Clement, il était sur un comité qui était créé par M. Trudeau sur la sécurité nationale, révisé différents documents, avait une cote de sécurité très élevée. Il est obligé de démissionner dans la dernière semaine pour des raisons qu'on connaît tous. Oui. Comment est-ce que quelque chose comme ça arrive? Écoute, je ne peux pas parler pour M. Clement, mais s'il a comme toi, je lis les journaux, je pense qu'il l'avait dit à la police cet été ou quelque chose comme ça, à l'OPP, après ça à la GRC. Je pense qu'il a fait les bonnes démarches. Encore là, je ne connais pas les détails de ça. Puis le comité de la sécurité nationale, moi-même, parce que je ne suis pas sur ce comité-là, je n'ai pas la cote de sécurité, je ne sais même pas quand il se rencontre. Où ils se rencontrent. Donc, j'ai aucune idée parce que, justement, il faut que ça demeure sécuritaire, mais ça pose la question à savoir, est-ce qu'il y a une politique en place? Puis ça, je ne le sais pas encore, je ne suis pas sur ce comité-là, mais j'espère qu'il y a une politique en place à savoir s'il y a des choses comme ça qui arrivent, est-ce qu'on assure la sécurité nationale? Quand dois-je informer la police? Quand dois-je informer les autorités? Oui. Exactement. Donc, j'ai confiance dans la GRC. Je suis certain qu'ils ont fait leur travail. D'accord. Ouais. Comme je disais dans mon intro au début, Oui. probablement au mois d'août, au mois de septembre ou plus tard, on va être en campagne électorale. Qu'est-ce qui reste à faire au gouvernement
quels ont été les accomplissements principaux, on ne peut pas parler de tout, dans les 3 premières années du gouvernement, dont, puis on sait qu'il y a des sujets qui ont été, on peut faire un petit checkmark. Oui. Il y en a d'autres, comme la réforme électorale, Oui. dont le gouvernement a décidé que non, on allait plus de l'avant. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de ça pendant à peu près 2 minutes. Oui, puis je pense que, je dis toujours, il y a 2 personnes de parfaites. Ma mère me disait toujours, il y a moi, puis il y a Dieu. Puis ça, les gouvernements aussi ne sont pas parfaits. Il y a malheureusement des enjeux qu'on n'a pas réussi à faire, comme la réforme électorale. Mais je pense quand on parle de l'allocation canadienne pour les familles, qui représente beaucoup de revenus non taxables ici à Prescott Russell, même ici à Rockland, je pense que ça fait une vraie différence pour les familles. J'ai beaucoup de familles qui m'en parlent. Le fait, les personnes âgées. Nous, quand j'englobe tout, comment on fait pour aider notre classe moyenne? Comment on fait pour aider notre classe de pauvreté? Puis juste l'allocation canadienne pour les enfants, ça a soulevé 300 000 personnes en dehors de la pauvreté. Quand je regarde au niveau local, par exemple, je peux pas être à Rockland, je ne peux pas parler de la 1774. Donc, les gens vont me dire, est-ce qu'il y a eu du progrès? Moi, je vais leur dire absolument. En 2021, sur Trim Road, on a enlevé 50 millions de la facture totale pour la 1774. Il faut payer pour le pont qui va passer maintenant sur l'interchange qu'on appelle sur le pont. Donc ça va être construit. Ça l'a fait partie. On a réussi à le mettre dans le fonds pour le transport public, le train léger. Okay. Là, maintenant, il reste à travailler la partie à Ottawa. Puis ça, c'est quelque chose que je dois travailler avec Mme Simard aussi, parce que c'est plusieurs gouvernements qui doivent travailler en partenariat. Mais je pense que ça, on réussit. On a un programme d'infrastructure en place. Mais ça prend 2 partenaires. Donc, il faut juste s'enligner avec ça. Parce que ce projet-là, au début, il était évalué à 120 millions. Puis le dernier chiffre que j'ai vu, c'est comme 550 millions. Mais là, donc, est-ce qu'il va y avoir plus d'argent qui va venir des 2 nouveaux? Mais écoute, c'est 140 millions pour la partie trim jusqu'à Cannon Road. Puis les gens, il faut qu'ils comprennent, ça ne sera pas un highway comme la 174 une fois que tu arrives à Trim Road. Puis Rockland a un très bon système d'autobus transport public. Aux heures de pointe, oui. Aux heures de pointe, exactement. Mais pour motiver et augmenter les gens qui veulent prendre le transport public, oui, ça prend, moi je dis toujours, c'est de là encore plus l'argument pour prendre cette route-là, pour bâtir cette route-là. Parce qu'il faut créer un incitatif pour que les gens prennent l'autobus, sinon ils sont pris dans le trafic comme tout le monde d'autre. Et maintenant avec le train léger jusqu'à Trim en 2021, 2023, je pense, s'il n'y a pas de délai en construction, 2021, ça va être parfait parce que là maintenant, Rockland va être capable d'augmenter leur service de transport public. C'est ça, parce qu'il va arrêter au train. Exactement. Puis le train, ça bloque à Jeanne d'Arc. Ceux qui prennent l'autoroute le matin, ça bloque tout à Jeanne d'Arc maintenant aussi. Oui, je sais. Même tard le matin. Oui. Donc, là-dessus, malheureusement, on a écoulé le temps, mais on va avoir le temps amplement pendant la campagne électorale de discuter. Je suis sûr que s'il y a des choses qui se présentent que je trouve intéressantes, je vais t'appeler. Je suis certain qu'on va se voir avant l'élection électorale. Donc, sur ça, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé notre discussion avec notre député fédéral, M. Francis Drouin. Et je te dis merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup, Jacques. À la prochaine. Et je vous dis à chacun d'entre vous, à la prochaine.